Les États-Unis viennent de dévoiler le nouveau char Abrams. Depuis près d'un demi-siècle, il existe un champion incontesté des champs de bataille modernes. Avec sa désignation alphanumérique élégamment froide, M1, il est le point blindé terrifiant des forces armées des États-Unis depuis 1980, et nous parlons bien sûr du char de combat principal Abrams. C'est une machine de 70 tonnes avec moteur à turbine à gaz, pouvant tirer un obus-flèche à l'uranium appauvri à travers un mur de béton. Il survit à des impacts qui réduiraient un de ses concurrents en cratère fumant grâce à son blindage composite Cobham. En attaque comme en défense, c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Mais ne vous attendez pas à ce que l'oncle Sam se repose sur ses lauriers. Oh non, 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 la nature de la guerre change constamment et le champion incontesté est devenu un peu trop lourd. C'est pourquoi les visiteurs du Salon international de l'aéronautique d'Amérique du Nord à Détroit en janvier 2026 habitués à découvrir où les dirigeants de l'automobile ont ajouté des porte-gobelets dans les monospaces et à examiner les haillons chauffants sur les pick-up coûteux, c'est cool. Ont été stupéfaits lorsque le colonel Ron Howell de l'armée américaine est arrivé avec un véritable monstre, le M1E3 Abrams. L'armée était au salon automobile car elle sollicitait l'industrie automobile américaine pour réinventer son principal véhicule de combat terrestre, bien plus qu'un simple coup de pub. Le Pentagone avait compris que le champ de bataille moderne, avec l'IA et les drones, ne reposait plus uniquement sur la robustesse du blindage. Avec l'aide de Detroit, ils ont soumis l'Abrams à un régime strict, arraché ses entrailles obsolètes et l'ont reconstruit avec une architecture numérique open source pour créer la prochaine génération de combats blindés. Bien que né à Détroit en 1980, le M1 Abrams a été conçu dans les années 70. À l'époque, le char de combat principal des États-Unis était le M60 Patton. Ce char de combat principal de deuxième génération remplaçait les M46, M47 et M48. Ils avaient introduit le concept de char de combat principal MBT après la Seconde Guerre mondiale. Avant les MBT, l'armée utilisait des blindés de différentes catégories, légers, moyens et lourds, comme le M4 Sherman, moyen le cheval de bataille de la Seconde Guerre mondiale, et le lourd M26 Pershing, introduit à la toute fin de la guerre en 1945 pour contrer les chars allemands lourdement blindés comme le Panther et le Tiger. Malheureusement, à la fin des années 60, le M60 semblait dangereusement obsolète, et le Pentagone a commencé à chercher la troisième génération de chars de combat principaux. La guerre froide était à son apogée, et les responsables de l'OTAN s'inquiétaient beaucoup du trouet de Fulda. La trouée de Fulda, composée de 2 couloirs de basse terre, se trouve entre Francfort et la frontière Hesse-Thuringe, alors séparant l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest. Elle était vue comme l'une des routes d'invasion soviétique les plus probables en Allemagne de l'Ouest, car une attaque réussie aurait permis d'atteindre rapidement les points de franchissement du Rhin et de couper l'Allemagne de l'Ouest en deux. Les soviétiques avaient déjà introduit le T-72 en 1973, un parangon de destruction qui est encore en production aujourd'hui, et qui a été utilisé par une quarantaine de pays. Dans un scénario de la trouée de Fulda, le T-72 surpassait largement le M60. Son canon lisse de 125 mm pouvait tirer des obus perforants à sabots détachables stabilisés par ailette, connus sous le nom d'obus APFSDS, à une vitesse fulgurante de 1800 mètres par seconde. Cela représente environ 6400 km par heure. Cela surpassait le canon rayé M68 de 105 mm du M60, qui tirait des obus similaires à 1500 mètres par seconde, soit moins de 5500 km par heure. En conséquence, le T-72 avait une portée efficace de 4000 mètres, soit 2,5 miles contre seulement 2500 mètres pour le M60 environ. 1,5 miles, une autre préoccupation concernait le profil. Les Patton avaient un équipage de 4 et demandaient un chargeur pour insérer les obus dans le canon. Cela nécessitait un toit de tourelle élevé et, par conséquent, les M60 étaient particulièrement hauts, atteignant 3,2 mètres, soit 10 pieds. Dans une bataille de chars en terrain plat, comme celle imaginée dans le couloir de Fulda, il serait un des cibles faciles pour les T-72 qui avaient intégré un chargeur automatique, réduisant ainsi leur hauteur à seulement 2,2 mètres, un peu plus de 7 pieds. Cela dit, c'est l'écart de blindage qui préoccupait le plus les stratèges militaires. Le M60 reposait sur un blindage homogène laminé conventionnel, ou RHA, et de l'acier coulé. L'armée américaine augmentait constamment l'épaisseur des plaques d'acier pour suivre l'amélioration de l'armement soviétique, les modèles ultérieurs atteignant jusqu'à 258 mm, soit 10,15 pouces de blindage. Mais cela n'était tout simplement pas suffisant. Le Pentagone estimait qu'un scénario de la trouée de Fulda impliquerait des distances d'engagement très courtes, environ 1 km, soit moins de 3300 pieds. À cette distance, même les obus APFSDS du T-72 traverseraient le blindage du M60, sans parler des obus anti-chars explosifs ou des obus HIT. Les soviétiques avaient créé le premier blindage composite produit en série et l'avaient utilisé pour protéger le T-72.
Plutôt que d'épaissir l'acier, ils ont ajouté entre les plaques d'acier des matériaux comme le textolite, un plastique renforcé de verre, et des céramiques. Cela rendait l'avant du T-72 impénétrable aux premiers obus, à charge creuse et incroyablement résistant aux obus perforants de 105 mm du M60. En ne comptant que sur le M60, le Pentagone pensait que leur division blindée serait massacrée. En 1973, les États-Unis et l'Allemagne de l'Ouest ont lancé la commande d'un nouveau char principal pour contrer les avancées soviétiques et assurer l'interopérabilité entre les deux alliés de l'OTAN. Connu sous le nom de MBT-70 ou Kampfpanzer 70 en Allemagne, c'était une entreprise ambitieuse, mais on peut dire que ce fut un désastre total. Les concepteurs, sous la direction de General Motors et d'un consortium allemand, semblaient en vouloir intégrer un maximum de fonctionnalités innovantes et avancées dans le modèle. Comme les chars soviétiques récents, le MBT-70 avait un système de chargement automatique pour réduire le profil, mais aussi une suspension hydropneumatique permettant de relever ou d'abaisser tout le char, comme un lowrider blindé. Il pouvait s'agenouiller au combat à seulement 2 mètres de haut, soit environ 6 pieds et demi. Le MBT-70 était armé d'un canon lanceur de 152 mm qui, en plus des munitions conventionnelles, était capable de tirer des missiles anti-chars guidés MGM-51 Chilelag. Il était même équipé de 8 lance-grenades fumigènes XM176. Pour sa protection, le blindage du MBT-70 était constitué d'un nouveau blindage haute performance. Il s'agissait d'un blindage espacé à double couche. Il avait 2 plaques séparées par des espaces au lieu d'une seule plaque d'acier fixe. L'idée était que cela réduirait le poids tout en augmentant la protection contre les projectiles cinétiques modernes, qui se fragmenteraient sur la couche extérieure, basculeraient dans l'espace vide, puis seraient arrêtés par la couche intérieure. Plus précisément, la protection comportait une couche extérieure de 34 mètres suivie d'un espace d'air de 127 mètres au-dessus d'une couche intérieure de 46 mètres. Bien que plus rapide que le M60, le MBT-70 a rencontré trop de problèmes lors des essais. Le chargeur automatique déformait les douilles, les conducteurs avaient tôt le mal des transports dans la tourelle rotative, et de la fumée s'échappait de l'hydraulique lors des démonstrations en Allemagne. Le sénateur américain James W. Fulbright a plaisanté qu'il faudrait un master pour conduire cet engin. De plus, les équipes américaines et allemandes ne s'entendaient pas. Les différences culturelles entravaient sans cesse la collaboration, et le coût devenait vraiment très élevé. Estimé à l'origine à 81 millions de dollars, le budget avait explosé pour dépasser les 300 millions de dollars à la fin, et le coût unitaire par char avait atteint 1 million de dollars. L'Allemagne de l'Ouest a abandonné le Kampfpanzer 70 en 1970 pour se concentrer sur le Léopard 2 et les États-Unis ont renoncé en 1971 après avoir brièvement tenté de sauver le projet avec la version dérivée XM803. Le Pentagone a décidé de revoir entièrement son système d'approvisionnement pour réduire les coûts. Avant, les industriels fabriquaient des chars conçus par le gouvernement, maintenant ils doivent proposer leur propre modèle. Cependant, avec cette nouvelle procédure, ils ont lancé les appels d'offres pour le XM1 avec un coût unitaire fixé à pas plus de 507 790 $, ce qui équivaut à environ 4 millions de dollars aujourd'hui. Le général Crichton Abrams, alors chef d'état-major de l'armée américaine et éponyme du M1, a fixé le poids du char souhaité à 58 tonnes, soit environ 53 000 kg, similaire au modèle M60. Cependant, grâce au nouveau blindage composite Burlington, également connu sous le nom de Cobham, conçu par l'armée britannique, le char pouvait maintenir ce poids tout en arborant une coque impressionnante de 60 cm d'épaisseur, résistante aux obus à charge creuse. C'est plus du double de l'épaisseur maximale du M60 qui dépasse à peine 250 mm, soit 10 pouces. En plus de cela, le Pentagone avait des exigences tactiques très spécifiques. Il souhaitait un char résistant à tout tir de canon soviétique à 800 mètres, environ 2600 pieds. Chrysler et General Motors se sont tous deux lancés dans la course et ont livré des prototypes en 1976. GM a choisi d'utiliser un moteur diesel classique, similaire à celui du MBT-70. Il développait 1500 chevaux. Chrysler, de son côté, a fait preuve d'un peu plus d'innovation. Ils ont équipé leur prototype XM1 d'un moteur à turbine à gaz. Comme les turboréacteurs d'avion, un turboréacteur aspire l'air, le comprime, le mélange au carburant, l'enflamme et expulse les gaz chauds par des pales de turbine. Alors qu'un turboréacteur utilise les gaz d'échappement pour générer de la poussée et propulser un avion, un turbomoteur entraîne un arbre via les pales de la turbine, relié à une transmission qui fait tourner les chenilles cruissantes du char. Chrysler n'a pas été le premier à avoir cette idée. La même année, les Soviétiques ont construit le T-80 qui fonctionnait avec le moteur à turbine à gaz GTD-1000E
Mais en réalité, les Suédois avaient devancé les deux superpuissances avec le Stridsvagn 103, aussi appelé Char S, qui a été conçu en 1956 et intégrait un moteur à turbine à gaz. Chrysler était pourtant un pionnier dans le domaine des turbines à gaz, même si le constructeur automobile britannique Rover a construit la première voiture à turbine à gaz, qu'ils ont appelée la Jet One, en 1950. Chrysler fut la première entreprise américaine à atteindre ce cap. En 1963, ils ont construit 50 voitures à turbine Chrysler pour un programme d'essai public, et au final, 203 conducteurs dans 133 villes des États-Unis ont pu les essayer. Ces voitures ont parcouru plus d'1 million de miles, 1,6 million de kilomètres, avant que Chrysler ne réalise que la consommation de carburant du moteur le rendait inadapté à une voiture familiale. Toutes ont été détruites sauf 9. La société possède encore 2 exemplaires. 6 sont dans des musées et Jay Leno possède le dernier. En effet, Jay Leno a une collection de voitures très impressionnante. D'accord, donc le fait est que Chrysler avait un faible pour les moteurs à turbine à gaz. L'ONU, en revanche, non. Les responsables ont été déçus par la consommation excessive du prototype Chrysler XM1 atteignant 890 litres au 100 km. Bon sang, et je pensais que ma voiture consommait beaucoup. Là, c'est 3,8 gallons par mile, pas l'inverse. En d'autres termes, il pouvait parcourir moins de 430 mètres avec un gallon d'essence. De plus, le modèle Chrysler avait une protection blindée, un contrôle de tir et une stabilisation de tourelle inférieure à ceux de General Motors. Et il était plus cher. 221 millions de dollars contre 208. En 1976, l'armée avait tranché. Ils allaient en choisir General Motors. Il ne leur manquait que l'accord du secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld. C'est alors que la planche de salut de Chrysler est apparue sous la forme d'un homme nommé William P. Clements Jr. À l'époque, il était secrétaire adjoint à la Défense et dirigeait le conseil d'examen de l'acquisition des systèmes de défense, ou DSARC. Grand amateur de moteurs à turbine à gaz, il a convaincu Donald Rumsfeld de retarder la décision de 4 mois et d'imposer ce moteur pour le contrat XM-Hunt malgré les protestations de l'armée. Rumsfeld a suivi les conseils de Clements, des conseils qui forçaient essentiellement l'armée à choisir Chrysler. General Motors a bien intégré un moteur à turbine à gaz dans un nouveau prototype, mais cela a fait passer le prix de 208 millions de dollars à 232 millions. Pendant ce temps, Chrysler a profité des 4 mois pour réduire les coûts de leur modèle, faisant baisser le prix à 196 millions. Le département de la Défense a attribué le contrat à Chrysler en novembre 1976. Depuis, historiens et commentateurs politiques s'interrogent sur la véritable fascination de Clément et de ses subordonnés pour le moteur à turbine à gaz. À l'époque, Chrysler était au bord de la faillite. Sa division automobile commerciale perdait énormément d'argent, et les contrats militaires représentaient environ 5% de ses revenus, contre seulement 1% pour GM. Les dirigeants de Chrysler ont fortement pressé le Pentagone, affirmant que perdre le contrat XM1 mènerait à la faillite de l'entreprise et choquerait l'économie américaine. Ils ont menacé de protester officiellement si le contrat allait à General Motors. En conséquence, la victoire finale de Chrysler, grâce à la turbine à gaz, est de devenir le premier XM de l'histoire de l'industrie automobile américaine. Chrysler a produit les premiers modèles de série XM1 à l'usine de chars du Détroit Arsenal en 1978. Après certaines difficultés, la production initiale à faible cadence a débuté en 1979 et le M1 Abrams est entré en service officiel en 1980. Par une ironie du sort, si l'on croit au récit du sauvetage, General Dynamics Land Systems a racheté la division défense de Chrysler en 1982 et a repris la fabrication. À Lima, dans l'Ohio, après que Chrysler ait déjà produit 1000 MUN. Au total, 3273 exemplaires originaux ont été produits entre 1979 et 1985. Le premier M1 Abrams pesait 54 000 kg, soit 60 tonnes et mesurait 2,44 mètres de haut, exactement, 8 pieds. Il mesurait près de 10 mètres de long, soit 32 pieds, canon inclus, et 3,66 mètres de large, soit 12 pieds. Il accueillait un équipage de 4 personnes, commandant, tireur, chargeur et conducteur. Il était armé d'un canon M68A1 de 105 mm. C'est pour ça, tirant des munitions. Royal Ordnance L7 de conception britannique, une mitrailleuse lourde M2HB de calibre 50 et 2 mitrailleuses M240 de 7,62 mm. La caractéristique la plus révolutionnaire était le blindage Cobham. La composition précise du blindage Cobham est semble classifiée, mais il est généralement composé de couches de céramique, plastique, Kevlar et divers alliages métalliques. Il protège mieux contre les obus à charge creuse et les projectiles à énergie cinétique. En 2003, lors de la Seconde Guerre d'Irak, le char britannique Challenger 2 a survécu à plusieurs attaques à Bassora après être resté bloqué dans un fossé.
Le blindage Cobham l'a protégé des attaques répétées de la garde républicaine, même sous plusieurs tirs de lance-roquettes, jusqu'à l'arrivée des renforts plusieurs heures plus tard. Malgré les raisons douteuses de son intégration dans la conception du char, le moteur à turbine à gaz Honeywell AGT 1500 du M1 présentait également certains avantages. Il développe 1500 chevaux, tout en étant plus compact et léger que le diesel équivalent. Il fonctionne aussi avec presque n'importe quel carburant, du moment qu'il brûle avec de l'oxygène. Le M1 fonctionne avec du carburant pour avion, diesel, kérosène ou essence, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Croyez-le ou non, quand Chrysler tentait de promouvoir les moteurs à turbine à gaz pour voitures, ils ont amené une de leurs voitures à turbine à Mexico où le président du Mexique l'a remplie de tequila. À Paris, ils l'ont fait rouler avec du parfum Chanel numéro 5, coûteux. La tequila et le parfum n'inonderont sans doute pas les champs de bataille, mais cette polyvalence en carburant serait très bénéfique pour une armée en progression. On ne sait jamais. En plus de cela, le moteur AGT 1500 rend le M1 tellement silencieux que les troupes irakiennes pendant la guerre du Golfe l'ont surnommé « la mort qui chuchote ». Contrairement au grondement profond d'un moteur diesel qui porte sur de longues distances, un moteur à turbine à gaz produit un sifflement incroyablement aigu qui, bien qu'assourdissant si vous êtes juste à côté, se dissipe très rapidement. Bien que la conception d'origine de Chrysler ait peu changé, le M1 Abrams a connu plusieurs améliorations notables, dont la plus récente est le M1 E3. En 1986, la production du M1A1 a commencé, sans doute le plus célèbre de la série. Il a remplacé le canon M68A1 de 105 mm par un canon lisse M256 de 120 mm et a ajouté de l'uranium appauvri ainsi que d'autres éléments secrets au blindage. Le M1A1 est devenu le héros de la guerre du Golfe en 1991. Non seulement c'était la première fois que les chars M1 Abrams voyaient un vrai combat, mais ils ont dû affronter leur adversaire d'origine, le T-72 fabriqué par les Soviétiques. Maintenant, il est important de souligner que les Irakiens utilisaient essentiellement des versions affaiblies du T-72, des modèles d'exportation qui manquaient de beaucoup de technologies avancées comme l'imagerie thermique, ce qui s'est avéré crucial dans les tempêtes de sable et la fumée qui ont marqué ce conflit. Cependant, les M1 se sont montrés supérieurs sur presque tous les plans. L'armée américaine affirme avoir détruit 1270 chars irakiens pendant la tempête du désert, dont beaucoup étaient des T-72, zéro perte de M1 au combat. Le M1 Abrams a totalement dominé lors des grands affrontements blindés comme la bataille de 73 Hastings, la bataille de Medina Ridge et la bataille de Norfolk. Leurs canons de 120 mm ont à plusieurs reprises détruit des T-72 à plus de 3000 mètres, soit près de 2 miles, tandis que la portée effective des Irakiens était limitée à environ 1800 mètres, ce qui dépasse à peine un mile. Les T-72 irakiens ont infligé quelques tirs directs de face, mais les M1 sont restés intacts grâce à leur blindage Cobham. Lors d'un incident célèbre, un M1 enlisé a été pris en embuscade par 3 T-72. L'Abrams a encaissé des tirs de projectiles Sheet et des obus perforants de 125 mm à seulement 400 mètres, soit environ 1300 pieds. Aucun n'a pénétré et l'équipage américain a calmement riposté, détruisant les 3 chars ennemis alors qu'ils étaient toujours embourbés. Malheureusement pour le Pentagone, cependant, cette quasi-invincibilité redoutable a été mise en échec. Lors de la Deuxième Guerre d'Irak en 2003, le M1 a encore facilement vaincu les T-72 irakiens, mais il était vulnérable aux embuscades et aux engins explosifs improvisés. Les insurgés Houthis au Yémen ont également réussi à percer les M1 à l'aide de missiles anti-chars guidés modernes, bien qu'il s'agisse, il est vrai, de modèles d'exportation, affaiblis de la même manière que les T-72 irakiens et dépourvus du blindage en uranium appauvri. Cependant, c'est en Ukraine que le M1 Abrams s'est révélé avoir besoin d'une sérieuse modernisation. Les États-Unis ont fourni à l'Ukraine 31 M1A1. Ces M1A1 ont été livrés en septembre 2023 et 22 ont été détruits ou endommagés puis abandonnés, un autre ayant été capturé et exposé comme trophée à Moscou. En plus des T-72, la Russie utilise des T-80 et des T-90 plus avancés, mais ce n'est pas vraiment le problème. Après tout, la Russie a également perdu des dizaines de T-90. En réalité, le terrain boueux et les technologies de la guerre moderne rendent les batailles traditionnelles de chars très rares en Ukraine. Au lieu de cela, les Abrams se font littéralement anéantir par l'artillerie guidée, et l'attaque par le haut avec des drones FPV est la nouvelle réalité que le Pentagone espère contrer avec le M1A3. Ainsi, en 2023, l'armée américaine a stupéfié les responsables, les passionnés et les clients lorsqu'elle a soudainement annulé le programme de modernisation SCPV4 pour le M1A2 Abrams.
Le SCPV4 devait proposer de meilleurs capteurs, une connectivité accrue et une meilleure détection des menaces, mais tous ces ajouts l'alourdissaient en trop. Il atteignait près de 80 tonnes, soit 73 000 kilos. Cela rendrait la bête encore plus difficile à transporter et à ravitailler. Les M1 ont toujours été gourmands en carburant à cause du moteur à turbine et ajouter du poids aggrave cela. L'armée avait ajouté un groupe auxiliaire de puissance sur la variante SCPV3 afin que le char puisse continuer à faire fonctionner l'électronique lorsqu'il est à l'arrêt sans avoir à laisser tourner la turbine au ralenti. Cela atténuait un peu le problème des 1015 gallons de carburant que le M1 consommait historiquement par heure, rien qu'en restant immobile. Mais cela n'a pas aidé la consommation absolument brutale de 3 gallons. Concernant la consommation de carburant par mail lors des déplacements réels, le Pentagone avait accepté depuis les années 70 la faible efficacité énergétique du M1 comme compromis pour disposer du meilleur char de combat principal. Grâce à une domination totale du ciel, l'armée américaine n'a généralement aucun problème à sécuriser ses arrières. Elle formait une vaste chaîne logistique de camions-citernes, lourds et vulnérables suivant les M1, comme des chiots perdus. Cette stratégie a été efficace pendant la guerre du Golfe, mais la situation a évolué ces 30 dernières années. L'Ukraine a montré que le champ de bataille moderne est transparent. Des essaims de drones repèrent facilement les lignes d'approvisionnement et une artillerie de précision avancée peut frapper ces lignes loin derrière les fronts. Sans un immense convoi de camions de ravitaillement derrière eux, même le plus robuste char M1 Abrams à 22 millions de dollars devient une cible facile pour un drone à 500 dollars. En abandonnant le M1A2 SCPV4 et en annonçant le M1E3, l'armée a immédiatement signalé qu'elle en avait fini avec les mises à niveau. À la place, ils ont complètement dépouillé l'Abrams jusqu'à l'ossature et l'ont entièrement reconçu. Comme pour le premier M1, l'armée a voulu aller plus loin que la réingénierie du char, repensant aussi tout le processus d'acquisition et de conception. Traditionnellement, l'armée confie à un seul entrepreneur, comme General Dynamics Land Systems pour le M1, un contrat de plusieurs milliards pour modifier ou améliorer un véhicule militaire. Ensuite, ils attendent à la livraison, souvent après des retards et des hausses de budget. Après tout, c'est les acquisitions militaires. Cette fois, le Bureau exécutif des programmes de l'armée pour les systèmes de combat terrestre, ou POGCS, voulait un développement plus rapide, l'accent mis sur la modularité et l'intégration de technologies commerciales. En gros, ils ont décidé d'assurer eux-mêmes le rôle de maître d'œuvre et de sous-traiter différentes parties du char à plusieurs entreprises, en particulier celles de l'industrie automobile américaine commerciale, au lieu de dépendre uniquement de GDLS. Le POGCS est toujours basé à l'arsenal de Détroit à Warren, dans le Michigan, qui abritait autrefois l'usine de chars ayant produit les premiers M1 avant que GDLS ne rachète Chrysler Defense. Cela a permis à l'armée de profiter facilement de l'expérience automobile commerciale des États-Unis, et ils l'ont fait pour créer l'un des plus grands méga-projets collectifs de l'histoire militaire américaine. Naturellement, GDLS reste la colonne vertébrale de l'opération. Le Pentagone leur a attribué un projet d'ingénierie de 150 millions de dollars pour assurer le soutien global du programme M1E3 et fournir des coques d'Abrams plus anciennes à convertir. Rouge Performance a été engagé pour concevoir le tout nouveau compartiment d'équipage. Fondée en 1995 par Jack Roush, l'entreprise est célèbre pour ses composants haute performance destinés aux applications de course. Ils sont réputés pour leurs pièces détachées, notamment pour Ford, comme la Mustang, la Focus et le F-150. Pendant des décennies, être dans un M1 Abrams signifiait un chaos mécanique exigu. Aujourd'hui, Roush a créé une capsule d'équipage futuriste et élégante, dotée de commandes Xbox conçues par Fanatec, célèbre pour ses volants de simulation de Formule 1 et périphériques de jeux vidéo. Relié à un cerveau numérique doté d'IA et d'un réseau de caméras à 360 degrés, l'équipage voit à travers le blindage du char via des casques de réalité augmentée. C'est franchement super cool pour être honnête. Ils auront même des sièges baquets Recaro personnalisés et brodés pour absorber les chocs des explosions. Le principal changement du cockpit était qu'il n'accueille plus que 3 personnes, un commandant, un tireur et un conducteur. Le chargeur humain est remplacé par un chargeur automatique, et les 3 membres d'équipage seront côte à côte à l'avant, sans personne dans la tourelle, qui n'a donc pas besoin d'une forte protection. C'est principalement de cette façon que l'armée a pu réduire le poids du M1E3 à 60 tonnes, soit 20 tonnes, de moins que les variantes M1A2 SEP V3. Le changement le plus radical dans la conception du M1E3, cependant, c'est le moteur. Caterpillar, premier fabricant mondial d'équipements de construction, a été chargé de le produire et a totalement abandonné le moteur à turbine à gaz, qui faisait la renommée du M1. Désormais, le M1 devient hybride.
Cependant, Caterpillar ne crée pas vraiment un nouveau moteur. À la place, l'armée a décidé d'utiliser des moteurs turbodiesel Caterpillar C13D à 6 cylindres en ligne, issus du commerce, ce qui est un nom à rallonge, et ils fournissent 1000 chevaux, soit 735 kW. Bien qu'il y ait une baisse de puissance brute, ils compensent la différence en associant le moteur diesel à une transmission hybride électrique avancée développée par un autre grand nom de Detroit, Sapper. Cela procure de nombreux avantages tactiques sur le champ de bataille moderne, notamment d'importantes économies de carburant. Un moteur diesel classique est déjà plus économe en carburant qu'une turbine à gaz, donc en le rendant hybride électrique, on améliore la consommation de carburant de 15%, atteignant environ 1 mile par gallon, soit 235 litres au 100 km. Même si ce n'est pas aussi efficace qu'une Prius, on a au moins pu revenir à l'ordre habituel en miles par gallon. Le char peut rester à l'arrêt et utiliser son électronique sur batterie sans faire tourner le moteur, réduisant ainsi la consommation de carburant et le besoin de véhicules de soutien. De plus, si vous passez beaucoup de temps autour des voitures hybrides, vous avez probablement déjà pensé que le moteur hybride a un autre avantage très particulier pour la guerre, qui est totalement inutile en ville. Il est silencieux. En fait, à des vitesses suffisamment basses, il est pratiquement silencieux. Autrement dit, le M1E3 Abrams peut rester en embuscade ou avancer lentement sans bruit grâce à la batterie. Mais le moteur hybride ne le rend pas seulement discret au niveau sonore. Avec le moteur diesel éteint, la signature thermique du M1E3 est considérablement réduite, ce qui le rend plus difficile à repérer pour les drones à imagerie thermique qui parsèment le champ de bataille du XXIe siècle. Enfin, l'emploi d'un moteur Caterpillar standard facilite l'entretien et la réparation du char. Caterpillar affirme desservir 197 pays grâce à un réseau de 160 concessionnaires indépendants. Cela couvre tous les pays. Ils ont même un centre de distribution à Cuba, qui est pourtant soumis à certaines des sanctions américaines les plus strictes. Ils se vantent d'un réseau de plus de 27 000 fournisseurs dans 175 pays et possèdent des installations de fabrication dans 25 pays. En d'autres termes, si le moteur C13D d'un M1E3 tombe en panne ou subit des dommages légers, l'armée n'a pas besoin de renvoyer le char dans une usine au Michigan pour le réparer. Il y a de fortes chances que des pièces de rechange se trouvent à proximité, sans parler de quelqu'un qui sait comment les installer. Le M1E3 est équipé du même canon lisse de 120 et M256 utilisé depuis le M1A1, mais c'est à peu près là que s'arrêtent les similitudes. Bien qu'il continue de tirer des obus M829A4 APFS-DS Mondieu, des munitions perforantes avec uranium appauvri, sa véritable munition est la XM1147 Advanced Multipurpose AMP Smart Round. Quand le chargeur automatique glisse l'AMP dans le canon, une liaison de données programme la fusée quelques millisecondes avant le tir. S'ils affrontent un blindage léger, l'équipage peut ordonner à l'obus d'exploser à l'impact. S'ils assiègent un bunker en béton, ils peuvent régler un délai pour qu'il explose à l'intérieur. Face à l'infanterie, ils peuvent activer le mode explosion aérienne pour arroser l'ennemi d'éclats. Mais ce n'est pas tout. La tourelle n'étant pas habitée, personne ne sort pour tirer à la mitrailleuse, mais elle possède tout de même une mitrailleuse coaxiale anti-infanterie standard de 7,62 mm. Elle est simplement contrôlée numériquement depuis le cockpit via une station d'armes télécommandée EOS ARFL Cent, Mark II qui peut aussi gérer le lance-grenade automatique de 40 mm, Mark 19 et le lance-missile FGM 148, Javelin. La tourelle est aussi très efficace en défense. Elle est équipée d'un système radar EcoGuard conçu pour détecter, suivre et cibler les drones kamikazes, ainsi que les missiles anti-chars guidés et les RPG. Tout cela est automatisé par un système de protection active, APS. Quand le radar détecte une menace, le cerveau numérique du char calcule la trajectoire en millisecondes. Il peut choisir un soft kill avec des brouilleurs de signaux, ou un hard kill en faisant pivoter la tourelle et en tirant une gerbe serrée de projectiles, comme avec un fusil à pompe, sur le projectile entrant. Cela nous amène à la partie la plus digne de la science-fiction du M1E3, le cerveau numérique. Contrairement aux monstres de la guerre froide, le Pentagone souhaite que le char moderne soit polyvalent, simple d'utilisation et compact, à l'image d'un smartphone. Avant, pour mettre à jour le logiciel du M1 ou ajouter un capteur, l'armée devait s'adresser aux fabricants d'origine, GDLS, et attendre leur solution, ce qui prenait généralement du temps et coûtait quelques milliards de dollars. Avec le M1E3, ils utilisent à la place une architecture de système appartenant au gouvernement. Cela ressemble à du jargon militaire, mais cela veut dire que, comme l'App Store d'un smartphone, le char utilise une base numérique standardisée permettant d'intégrer facilement de nouveaux logiciels.
Si une autre entreprise crée un meilleur brouilleur de drones, l'armée pourrait simplement l'acheter et le connecter à leur base numérique sans tout recommencer. L'aspect vraiment génial, ou inquiétant selon que vous avez vu Terminator ou non, du cerveau du char, c'est l'IA générative. L'armée veut que le M1E3 soit un char cognitif, et même si ça ressemble un peu à un cauchemar, ça veut simplement dire que l'ordinateur agit comme un copilote actif plutôt que comme une machine passive. Donc oui, ça reste quand même un cauchemar, non ? Cette IA aidera à maintenir le char à jour sur le plan numérique et à la pointe des évolutions logicielles. L'armée utilise déjà des outils d'IA générative pour écrire du code back-end complexe et simuler des tests, et cela leur permettra d'intégrer de nouveaux matériels dans le M1E3 beaucoup plus rapidement qu'avec les versions précédentes. La mission principale de l'IA est de détecter les menaces et les hiérarchiser. Elle doit aider le système de protection active à mieux évaluer les dangers que de simples capteurs et à réduire la charge cognitive de l'équipage en les alertant sur les menaces et cibles prioritaires. Un quatrième membre d'équipage précieux ou une IA façon Skynet, risquant d'échapper au contrôle tout en dirigeant une des plus puissantes machines de guerre. C'est à vous de décider. À l'heure actuelle, le M1E3 que le colonel Ryan Howell a dévoilé au salon de l'auto de Détroit n'est même pas un prototype, c'est un pré-prototype. Ce n'est pas le design final, mais une base pour tester de nouvelles technologies et des changements radicaux. Actuellement, le nouveau char doit être testé par les soldats à l'été 2026 et le lancement officiel devrait être prêt d'ici 2 à 3 ans. L'armée n'a annoncé aucune base d'affectation précise, mais l'objectif tactique du M1E3 est l'Europe. Sa perte de poids lui permet de traverser 30% de ponts supplémentaires en Europe de l'Est, autant comme la Pologne, comparé à l'A1A2 CP3 surchargé. Lorsque le premier M1E3 prêt pour le terrain verra enfin le jour, il devra se faire un nom. Il n'est pas forcément destiné à devenir le champion du monde des poids lourds comme son prédécesseur. D'autres pays ont aussi observé l'Ukraine et tiré les mêmes leçons que le Pentagone. En Europe, l'Allemagne et la France développent conjointement le Main Ground Combat System, ou MGCS, pour remplacer leurs chars Léopard 2 et Leclerc. Le principal fait marquant, c'est qu'ils testent activement des canons de 130 mm et 140 mm pour une meilleure pénétration du blindage. Cependant, les querelles politiques entre industriels de la défense allemands et français ont ralenti le projet, si bien que le M1E3 sortira probablement en premier des chaînes de production. Quant à la Russie, ce n'est pas le T-72 ni même le T-90 qui menacent le titre du M1E3. Il y a plus de 10 ans, Moscou a construit le T-14 Armata, le premier char doté d'une tourelle sans équipage. En plus de son canon à âme lisse de 125 mm et de son système de protection active avancé, il est le pendant conceptuel du M1E3. Cependant, en raison des difficultés d'approvisionnement en microélectronique, il reste pratiquement un concept sur le papier. Il n'a pas encore été produit en série ni déployé dans un conflit sérieux. Non, le véritable rival du M1E3 Abrams est le Type 100 chinois, ou ZZ 100, qui a fait ses débuts lors d'un défilé militaire à Pékin en septembre 2025. Comme le tout nouveau char de l'armée américaine, cette bête semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, mais de manière radicalement différente. En réalité, le Type 100 n'est même pas un char lourd conventionnel. Ce char moyen de moins de 40 tonnes n'accueille que 2 membres d'équipage et possède un canon plus petit de 105 mm. Mais ce qu'il manque en puissance de feu, il le compense par une véritable terreur technologique. Conçu pour la guerre blindée au-delà de la portée visuelle, il ressemble à un porte-avions terrestre pour drones. Le char peut rester protégé derrière une colline ou des arbres et utiliser son système de lancement vertical pour envoyer un essaim de drones vers l'ennemi, permettant reconnaissance et attaque sur les chars adverses. Le Type 100 est aussi conçu pour fonctionner avec le véhicule d'appui-feu ZBD 100 relié au char par intelligence artificielle. Il transporte un drone de reconnaissance lourd qui transmet des images vidéo à l'équipage via des casques de réalité augmentée similaires à ceux des M1E3. Le nouveau char chinois ressemble à une reine des abeilles, dirigeant un essaim de drones et des véhicules de soutien. Donc, que le M1E3 et le Type 100 se rencontrent un jour, que ce soit à cause d'un conflit direct ou par l'exportation des chars vers des alliés, seul l'avenir nous le dira. Une chose est claire, le champ de bataille moderne évolue vite, et les grandes puissances doivent mettre tout le monde à contribution pour suivre. Merci d'avoir regardé.